Il y a un temple de la renommée au hockey, au football, mais saviez-vous qu'il y en a un en agriculture? Qui est-ce qu'on retrouve là? Ce sont des agriculteurs ou des gens qui sont dans le monde agricole qui ont fait évoluer l'agriculture au fil des ans, et ça depuis presque 100 ans. Pour ma part, je me bourre la bédaine au kiosque de la cuisine des petits. Moi, je foule les planches de la Grande Seine avec nul autre que celui qui a conquis le Québec l'an dernier, Ludovic Bourgeois. Je m'en profitais pour lui demander quelques conseils, je pense. Et quelques photos. Ben oui. Toujours les mêmes. En mode expo, c'est Maintenant. maintenant. Je suis présentement au kiosque La Cuisine des Petits, mon kiosque préféré quand j'étais petite. Et encore aujourd'hui, c'est très apprécié des enfants. Je me trouve avec Nadia Tremblay, la responsable du département. Bonjour Nadia. Allô, allô. Ça va bien? Oui, merci. Oui, donc en fait, La Cuisine des Petits, qu'est-ce que c'est exactement? Ce sont des ateliers culinaires. La cuisine des petits, c'est pour faire des biscuits. Donc, les enfants viennent, ils ont droit à une part de biscuits. Puis, avec des petits moules, ils vont rouler, ils vont mettre des petits moules, puis ils vont faire leurs biscuits. Ensuite, les animateurs vont les aider pour aller les mettre au four, puis ils repartent avec le petit sac de biscuits. Ah! C'est également en parallèle avec la création de collations. La création de collations a pour but, j'imagine, de montrer aux enfants une alimentation saine. C'est exact? Oui, bien, les recettes qui ont été choisies, c'est un peu dans ce sens. Il y en a deux qui sont un petit peu plus sucrées, si on veut, donc un smoothie puis un petit tourbillon de pommes qu'on appelle, donc yogourt et pommes et sirop d'érable. Puis les deux autres, un petit peu plus légumes, donc une salade, mais pour que ce soit agréable, on s'organise pour leur faire une petite fleur là, avec un concombre et carottes. Et puis la dernière, c'est un petit sushi on l'appelle le sushi concombre entre nous. C'est un concombre avec une petite crème à l'intérieur que les enfants construisent, puis avec une petite décoration sur le dessus. Et ça, c'est possible grâce à quoi, les ateliers culinaires-là? Vous avez un partenaire, j'imagine? Bien, on a l'UPA qui nous a donné qui a une commandite, en fait. Donc, l'UPA contribue, donne des sous. Fait que sur les chapeaux, si vous avez pu constater, là, on a chacun un petit collant là, avec l'UPA dessus. Alors voilà, ils sont des petits partenaires. Et l'expo, bien, c'est ça, c'est une idée et ça fait partie de l'expo depuis quelques années. C'est une petite tribune culinaire pour les enfants. Bien, merci beaucoup, Nadia. Donc, qu'est-ce qu'on retient des ateliers culinaires? C'est que manger santé, c'est pas plate. Et là, on est rendu à la partie où est-ce que je vais pouvoir cuisiner, c'est ça? Je peux cuisiner? Bien sûr. Tu me permets? Oui. Ah, yes, parfait. Merci, Nadia. Ça me fait plaisir. Donc, je suis maintenant rendue à la partie nourriture. Donc, je suis en compagnie de notre chef cuistot Miyaki qui va m'apprendre à faire quelques recettes. Qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui? Des sushis faits à la base de cocon. Oh, ça sonne bon. C'est bon. Fait comment on fait pour faire ça? Bien, pour commencer, est-ce que tu veux un chapeau de cuisine comme le mien ici? Oh mon Dieu, oui, je peux en avoir un? Oui. J'en veux un. Parfait. Je vais avoir l'air d'une vraie cuisinière comme ça. Une vraie, le vrai. Je pense que je suis la plus jeune des participantes aujourd'hui, hein, d'après moi. La moyenne d'âge des enfants, c'est quoi ici? 6 ans et plus. Oh, je suis pas du tout dans la moyenne, Non, mais tu m'acceptes quand même. Oui, je t'accepte. OK, génial. OK, comme ça? C'est parfait, ça? C'est parfait. OK. Donc, on va prendre un concombre chaque. Oui. Tu vas le couper en deux. Oui. Il y a une cuillère juste en arrière du pot que tu vas prendre. Oui. Moi, je vais prendre celle-là. Tu vas enlever le milieu, mais sans défoncer en bas. Faut que je te dise qu'en réalité, moi, je suis pas une très grande cuisinière. Donc, je me force vraiment beaucoup en ce moment pour faire quelque chose de beau et de bon. Ouais, c'est très bon. Moi, c'est ma préférée. Bon, ça me semble pas si mal. Super. L'autre. Ah, l'autre aussi. Hé, là, je suis en retard, moi, là. Parfait.
Là, tu vas prendre une carotte. Oui. Puis tu vas prendre la râpe. Puis tu vas râper dans ton petit trou. C'est pas si mal comme ça. Je pense que c'est pas pire. Ouais, c'est correct pour les deux. Passe-la moi. Ensuite de ça, tu vas prendre une petite cuillère comme ça, de 30 ml. Puis tu vas la remplir de mayonnaise Parfait. 2 fois. Tu vas la mettre dans ce plat-là. À droite, c'est pas trop complexe, j'aime ça. Facile à suivre. Là, une fois 2 de celui-là. Ça, c'est du fromage à la crème? Ouais. Parfait. Je pense que je vais m'aider un petit peu parce que Tu te débrouilles bien. c'est pas pire, à date. Ouais. Je suis une bonne apprentie. Ouais. Ah, ça, c'est moi aussi. Je m'en mets partout, par contre. OK. Là, tu peux le Génial. brasser. Oui. Ça ressemble à une trempette. Ouais, ben c'est une trempette à légumes dans le fond. OK. Ben fait maison, là. J'imagine que c'est plus santé que les trempettes qu'on achète Ouais. à l'épicerie directement. Ouais. Là, il y a des épis dans ton bac vert à côté de toi. Mets-en à ton goût. À mon goût, ça veut dire beaucoup ou pas beaucoup, ça? Comme tu veux. Oh là là, je pense que je l'ai échappé un petit peu. J'espère que t'aimes les épices. OK. Pas si mal. C'est pas si mal? Non. Tu as juste mis tes carottes avant, mais c'est pas grave. Ah, faut que je les mette après? Ben oui, pour que ce soit beau. Ah, je suis pire qu'un enfant. Les enfants, ils réussissent habituellement. Moi, je suis même pas les étapes. OK. Parfait. Là, il faut que tu mettes, là, ça va aligner avec la petite cuillère. Comme ça, là. Ben, comme tu veux. Dans ton sushi. OK, c'est pour ça qu'on appelle ça un sushi. Ça a vraiment la forme. Tu peux le faire. Après, tu mets tes carottes. Il va être en dessous, moi. OK, t'as pas enlevé tes carottes? Non, Pas grave. je réinvente ça. Et voilà. Parfait. Moi, il m'en manque un. Oups, je m'excuse, je te beurre le doigt. Ouais. Ça m'aurait pris un tablier, je pense. Comme un petit enfant. Ça, est-ce qu'on peut les manger? Si tu veux. Les enfants, ils font du ça? Ouais. OK. Là, tu te prends une assiette à côté de toi. Oui. Voilà. Merci. Puis tu mets tes petits sushis dedans. Puis des fois, les enfants, ils font ça comme ça. Fait que c'est vraiment des Ben, écoute, sushis. ta présentation est plus belle que la mienne, on va se le dire. Moi, j'ai mis mes carottes en dessous, mais je suis sûre que c'est aussi bon. Ouais. Je peux-tu goûter? Ouais. Oui? J'ai une moustache de trempette, là. Bon. C'est effectivement très bon. Ça passe le test. Wow, j'adore. J'ai une petite question pour vous. J'ai fait des sushis. Des sushis réinventés avec une trempette et des légumes. J'ai cuisiné ça avec beaucoup d'amour. Est-ce que vous voudriez goûter? Puis me dire si c'est bon, si ça passe le test? Puis le verdict? Un pouce en l'air, on donne combien sur 10 comme note? Toi, Charlie, tu lui donnes combien sur 10 au sushi? Un 9? Oh, quand même, c'est une bonne note généreuse. Et même si ça goûte pas le chocolat puis les chips, ça passe quand même? Yeah! Parfait! Ben merci! Donc vraiment, un gros merci à toi. J'ai adoré les recettes, même si j'ai 20 ans. Je pense que ça s'adresse aux petits, mais aussi les parents vont apprécier ces recettes-là, c'est sûr et certain. Donc, si jamais vous avez vous aussi envie de venir tester ces recettes-là, eh bien, il faut se rendre au kiosque des petits, la cuisine des petits, avec notre chef Mianki. Merci beaucoup. De rien.
depuis les Franco en 2015, il y a eu beaucoup d'étapes. J'avais un groupe de composition anglophone à ce moment-là. Ensuite, quand j'ai quitté mon groupe, je suis allé faire l'émission de La Voix. Puis à partir de ce moment-là, ça a très bien été pour moi. J'ai eu la chance de gagner l'émission, puis les shows se sont enfilés un à la suite de l'autre avec un album qui est sorti en octobre 2017. Puis depuis ce temps-là, ça n'a pas vraiment arrêté. On est en tournée pas mal partout. J'ai commencé assez tard la musique. J'ai commencé à peu près à 17 ans. Donc, j'ai pas voulu suivre les traces de personne. J'ai fait ça parce que j'étais intéressé par la musique. C'est des amis qui m'ont initié à la musique. Donc, c'est vraiment à cause de ces gars-là que j'ai décidé de poursuivre là-dedans. Ce que j'ai appris de mon coach, Éric Lapointe, j'ai appris plein de trucs, dont travailler fort, même quand... travailler fort en général, dans n'importe quoi, ça vient que ça paye, mais c'est surtout l'authenticité, tu sais, pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre, de montrer ta propre personnalité, puis de pas avoir peur des jugements. J'imagine, Éric, on le sait comment il est, puis il est de même dans la vraie vie, fait que d'être authentique, je pense que c'est quelque chose qui est très important pour lui et pour moi aussi. La composition, ça va en plusieurs étapes, la composition. Pour ma part, c'est des idées qui... je sors mon téléphone quand j'ai une idée de mélodie, puis je l'enregistre là-dessus, puis des fois, ça peut prendre 4-5 mois avant que je retravaille sur la dite idée. C'est vraiment différent. Des fois, on part du début jusqu'à la fin avec les paroles. C'est différent pour chacune des chansons, mais en général, c'est des idées que j'enregistre sur mon cellulaire puis qu'après, on termine. Mon expérience de premier album, ça a été beaucoup de travail parce qu'on l'a fait dans un temps qui était assez restreint. Mais l'expérience d'être allé à Nashville pour écrire, c'est l'expérience d'une vie. Là. Quand tu vas là-bas, c'est la ville des musiciens. Puis quand tu sais que tu vas sortir un album, c'est ce qui est le fun parce que là-bas, il y a les meilleurs musiciens au monde, mais ils jouent dans des bars, puis ils passent le chapeau pour payer leur loyer. Fait que tu te sens choyé quand tu vas là, puis que tu sais que tu reviens pour sortir un album au Québec. Fait que ça a été une expérience très enrichissante pour moi, ça c'est clair. La tournée, oui, c'est une grande tournée. Là. Ça va être 75 shows là, dans l'année. Fait que ça fait beaucoup de places qu'on visite, mais je pense que moi, ce qui m'impressionne à chaque fois, c'est que les gens sont au rendez-vous puis ils chantent mes chansons, même si ça fait quelques mois qu'ils me connaissent puis qu'ils connaissent mon album. Je trouve ça fascinant, puis je trouve que c'est de bon augure pour l'avenir, j'imagine. Si les gens apprécient ce que je leur propose, je suis content de ça. Je sais que je t'aime, peut-être juste une aventure. Je sais que je t'aime, mais je peux pas dire pourquoi. C'est juste pour pouvoir te dire quand tu seras loin. Alors là, on se retrouve au Temple de renommée de l'agriculture. Il y a un temple de renommée pour le hockey, le football, le soccer, en fait, pour tous les sports. Ici, on retrouve les Mario Lemieux, Wayne Gretzky, Maurice Richard et Gordie Howe, des gens qui ont tous marqué l'histoire de l'agriculture, chacun à leur façon. Parfois, c'est de manière scientifique, parfois, c'est parce qu'ils ont osé des choses que les
que d'autres agricultrices avant eux n'avaient jamais fait. C'est sûr que quand on regarde, il y a beaucoup d'hommes et on attend encore la première femme. C'est un monde qui a été beaucoup marqué par des hommes, mais il ne faut jamais oublier qu'en agriculture, il y a beaucoup de femmes qui sont occupées de la gestion des fermes, la comptabilité, la tenue de livre, qui achètent, qui vendent. Fait que c'est beaucoup derrière eux qui sont derrière beaucoup des hommes qu'on voit là. Alors, un des premiers hommes qu'on va remarquer quand on vient au Temple de la renommée de l'agriculture, c'est Alphonse Desjardins. Pourquoi? Parce qu'à l'époque où Alphonse Desjardins fonde les caisses populaires, il est en milieu rural à Lévis. Et qu'est-ce qui fait vivre les communautés rurales à cette époque-là, il y a 100 ans, il y a plus de 100 ans? Ce sont les agriculteurs. Il l'a aidé, puis ils l'ont aidé aussi à créer le mouvement Desjardins. À la base du mouvement Desjardins, on retrouve principalement des agriculteurs, des agricultrices qui, à l'époque, ont investi beaucoup. Qu'est-ce qui fait Comment est-ce qu'on peut expliquer le développement de l'agriculture puis la présence de ces gens-là? On a voulu, dans le fond, derrière ces gens-là, souligner l'apport très important qu'avait l'agriculture dans le développement du Québec. Jusqu'en 1950, je vous dirais, la majorité de l'économie du Québec est agricole. Il y a 120 000 fermes. Et sur les 120 000 fermes, la plupart de ces fermes-là sont des fermes qui vivent en autarcie. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que c'est des fermes où le propriétaire a souvent un emploi autre. Et puis, l'agriculture, c'est un complément de revenu pour lui, où ça lui permet tout simplement de vivre des divers produits qu'on y retrouve. Fait qu'on a 3-4 vaches, 5, 6, 7, 8 vaches. On a une vingtaine de poules, on a une couple de cochons. Puis avec tout ça, on réussit à se faire une vie, en plus de la vie qu'on a, soit qu'on va bûcher dans l'hiver, soit qu'on a un travail au village, dans une meunerie ou ailleurs, dans une usine. C'est ce que ça nous permet de faire. Donc, Alphonse Desjardins, c'est le premier pionnier qu'on peut souligner. Mais on trouve aussi des gens comme Réal Laflamme. Réal Laflamme, c'est un agriculteur de la région de Saint-Hyacinthe qui a réussi à se démarquer. Parce que, comme il dit lui-même, il n'est pas excellent, il est bon. Il a eu le génie, si on pourrait dire, d'investir à une époque où les terres avaient une valeur relativement basse, comparativement aujourd'hui. Et puis, il a réussi, à travers ça, en s'impliquant beaucoup au niveau des coopératives, du syndicalisme agricole, puis de son milieu, à faire une différence dans la vie de plusieurs personnes. Alors, on ne peut pas expliquer la présence de ces gens-là sans essayer de comprendre aussi le développement de l'agriculture au Québec. Alors, au début, jusqu'environ en 1800, la principale culture au Québec, c'est le blé. Pourquoi? Parce que le blé est à la base de l'alimentation humaine chez ces gens-là. Qu'est-ce que font les Anglais en 1760 quand ils arrivent et qu'ils gagnent la bataille des Plaines d'Abraham? Ils se mettent à brûler toutes les récoltes partout dans le Bas-Saint-Laurent, dans toutes les régions. Il y a une famine très importante, d'où l'importance qu'il y a d'avoir du blé. Peu à peu, cette culture-là va s'espacer parce que dans les années 1800, ce qui va apparaître beaucoup au Québec, c'est l'élevage. L'élevage principalement laitier. Hein? On produit du lait pour faire du beurre, du lait pour consommer, bien sûr. Puis ce lait-là est utilisé dans les villages. On trouve des beurreries à peu près dans tous les marchés. Ces gens-là, ils viennent après parce qu'à partir, qu'est-ce que l'agriculture du Québec passe d'une agriculture domestique, c'est-à-dire fondée sur l'autosuffisance, à une agriculture de marché, c'est-à-dire qui est là pour répondre aux besoins des gens qui habitent dans les villes. C'est qu'à partir du 19e siècle puis au 20e siècle, il y a de plus en plus de gens qui migrent des campagnes vers les villes pour aller travailler dans les usines, les bureaux. Ces gens-là ont besoin de manger, puis la Première Guerre mondiale va accélérer ce processus-là parce que les Européens sont incapables d'assurer leur autosuffisance sur leur marché. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a besoin de l'agriculture de l'Amérique et du Québec. Fait que l'agriculture du Québec passe d'une agriculture domestique à une agriculture de marché jusqu'à ce que dans le milieu des années 20, il y ait un crash. Le premier crash qui se passe, c'est que les Américains, les Européens retrouvent leur capacité à s'autosuffire.
ils arrivent à s'autosuffire, donc les prix tombent, il y a des faillites, il y a des disparitions de fermes. Dans les années 30, il y a un retour à l'agriculture parce qu'il y a un programme qui existe qui amène les gens à la colonisation, parce que les gens en ville, ils n'ont plus d'argent. Donc, on dit aux gens, tu ne peux plus vivre de ta profession. Donc, on t'invite à retourner sur des terres. Fait que les gens s'en vont vers le Bas-Saint-Laurent, l'Abitibi-Témiscamingue, les Laurentides, les Outaouais-Laurentides, des endroits où il y avait peu d'agriculture. Puis ils s'en vont vivre là avec une aide financière qui leur permet de survivre pendant un certain nombre d'années. Ensuite de ça, Deuxième Guerre mondiale, le même phénomène se produit. L'Europe était capable de se nourrir. Elle a désespérément besoin du Québec, du Canada, de l'Amérique du Nord pour le faire. Il y a une deuxième phase qui se passe. En 1950, il y a 120 000 fermes au Québec. Sur ces 120 000 fermes-là, il y en a les trois quarts dont le propriétaire a un emploi à l'extérieur. Aujourd'hui, il en reste 27 500. Il y a toujours 40 000 producteurs agricoles parce que les fermes aujourd'hui regroupent 1, 2, 3, 4 familles. Parce que les gens, comme n'importe qui d'entre vous, ils veulent avoir leur week-end, ils veulent pouvoir prendre des vacances. Ces gens-là arrivent dans les années 50-60, puis ils vont propulser l'agriculture du Québec vers la modernité, vers l'intégration des technologies, autant au niveau des machines que des élevages, que des animaux, que de la gestion. Puis tous les gens que vous voyez ici, ce sont tous des gens qui, à leur manière, ont fait une différence dans l'agriculture du Québec. En 1915, à peu près, la coopérative fédérée est créée. Aujourd'hui, elle est une des plus importants employeurs au niveau agricole au Canada. En 1924, l'Union catholique des cultivateurs, qui va devenir l'Union des producteurs agricoles, est créée. Pourquoi est-ce qu'elle est créée? Les gens ont besoin de se regrouper pour faire face à des acheteurs de plus en plus concentrés, mais surtout, elle va avoir une fonction éducative parce que dans les années 20, la majorité des agriculteurs ne savent pas ni lire ni écrire, puis ils ont besoin des curés qui deviennent les secrétaires des cercles d'agriculteurs pour leur permettre d'accéder à de la technologie, de la connaissance qui va leur permettre d'augmenter l'efficacité sur leur ferme. Le nombre de fermes a diminué, oui, mais ces fermes-là doivent répondre à une population mondiale de plus en plus grande, puis d'où l'importance aussi de préserver les terres agricoles, de leur assurer, comme la loi sur la protection des territoires agricoles le fait, un droit de produire pour être capable de répondre à nos besoins alimentaires. Fait que tous les gens que vous voyez là, ce sont tous des gens qui, chacun à leur manière, de toutes sortes de façons, ont réussi à contribuer à cet effort-là qui a été fait du Québec, de propulser l'agriculture du Québec dans la modernité, vers l'utilisation de produits agricoles qui répondent aux besoins du marché. On a de plus en plus d'agriculture biologique, on a de plus en plus d'agriculture conventionnelle naturelle. Nous, ici, on produit un soya IP qu'on appelle, qui est très apprécié en Asie. Pourquoi? Parce que c'est pas un produit bio, mais c'est un produit qui répond au plus haut standard au niveau de la consommation en Asie, particulièrement au Japon, c'est très apprécié, comme des usines au limel à Vallée-Jonction répondent aux besoins de la production d'un jambon qui répond aux normes les plus élevées au niveau du Japon pour la consommation humaine. Alors, il y a une femme qu'on voit derrière là, elle est toute seule. Alors, c'est Madame Monique Lecourt. On la voit très peu, mais elle est là. Madame Lecourt, c'est la première femme à siéger un conseil d'administration dans un syndicat agricole. C'est une femme qui a fait beaucoup de travail pour faire reconnaître le travail des femmes, leur contribution au développement de l'agriculture qui est incroyable, puis qui est surtout très significatif parce que souvent, sur l'entreprise, c'est elle qui s'occupe de la gestion. Dans les histoires que je pourrais vous raconter là-dedans, il y a un monsieur qui s'appelle Bertrand Boutin. C'est tout à fait par hasard que je le vois là. Monsieur Boutin est le voisin de mes arrière-grands-parents de Rouen, dans le 7e rang de Saint-Benoît-Laube. Puis il va me raconter l'histoire de ma famille sans que je le sache. Fait que cet homme-là, qu'est-ce qu'on doit lui reconnaître? C'est que c'est un homme qui a non seulement été toujours impliqué au niveau agricole, mais surtout qui a fait avancer la cause environnementale. C'est un des premiers agriculteurs à s'être soucié de la récupération des plastiques. Vous savez, on se promène dans les champs souvent,
On voit les grosses balles rondes blanches qui ont l'air des marshmallows. Bien, ce plastique-là, souvent, n'a jamais été récupéré. Il a été envoyé, comme bien des plastiques, malheureusement, aux déchets. Lui, il s'est soucié à son époque qu'on récupère ces plastiques-là pour les envoyer au niveau de la récupération, parce qu'ils sont récupérables. Fait que chacun d'entre eux, comme je vous dis depuis tantôt, ce sont des gens qui ont fait une différence dans l'évolution du secteur agricole d'hier à aujourd'hui, particulièrement, je vous dirais, des années 70 à aujourd'hui. Ces gens-là, ils ont marqué vraiment l'histoire de l'agriculture, puis j'espère que ça vous a permis, en nous écoutant, d'apprécier l'importance qu'on peut accorder à ce secteur-là, qui est névralgique pour toute société, c'est-à-dire celle d'avoir la capacité de se nourrir. Merci beaucoup, puis on espère vous revoir prochainement. Au Temple de l'agronomie et de l'agriculture, ça m'a permis de rencontrer des gens vraiment intéressants. Moins que vous, par exemple, mais très intéressants. Bien fait, hein? Bien. J'espère que les recettes que j'ai cuisinées vous ont donné envie de manger santé beaucoup plus souvent. Et moi, j'ai presque envie de me mettre à la musique. Hein? Tu découvres un nouveau talent? Sauf talent, faut le dire vite. Trop malade! Wouh! OK, c'est ça que ça fait, hein? C'est ça que ça fait. Trop malade! Ah!